Salut les terriens, salut les terriens, très heureux de vous retrouver. Alors les terriens de ce soir, Cadmerade. Cadmerade, bonsoir. Bonsoir. Je vous ai vu arriver tout à l'heure sur le plateau, disant bonjour à tous les techniciens. C'est vrai que vous n'avez pas chopé la grosse tête, vous êtes resté simple, Ouais, pourquoi? sympa, dispo. Ouais. En même temps, ça sert à quoi d'être une star de cinéma si on peut pas être désagréable avec tout le monde? C'est vrai. Hein? Mais j'y arrive pas. Vous allez finir par dégoûter les jeunes de vouloir faire acteur, Cad. Très chouette. Également avec nous ce soir, Olivier Barrault. Ça fait plaisir de vous voir tous les deux. Depuis le temps qu'on rêvait d'une reformation. Ça y est, c'est fait. Ah non, c'est Aubert et Bertignac. Également avec nous ce soir, Safia Lebdi. Bonsoir. Safia, vous êtes cofondatrice du mouvement Ni pute ni soumise, membre du conseil régional Île-de-France pour Europe Écologie Les Verts et désormais membre des Femen, ces féministes qui manifestent en montrant leurs seins. Ah, c'est ça. Là, ce soir, vous manifestez pas. Avec nous, Benoît Apparu. Benoît Apparu, député UMP de la Marne. Quelle histoire, quel dommage, ce duel Copé-Fillon. Pour une fois qu'un UMP pouvait gagner une élection depuis 2007, c'est dommage, vraiment. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre invité du samedi 20h. Ce soir, France Guérin, bénévole et bénéficiaire des Restos du Cœur. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Bien. Arcadéo, bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour un film intitulé « Mais qui a retué Pamela Rose ?» oui. qui sort mercredi 5 décembre, oui. dans lequel, 10 ans après le premier épisode, vous renouez avec l'esprit de vos débuts à la radio, sur scène, à la télé. C'est vrai que quoi que vous ayez fait depuis, les gens continuent à vous parler de Pamela Rose et vous demandent de faire une suite. Donc vous l'avez fait. Ouais, il y a deux choses qui reviennent quand on rencontre le public. C'est le Camoulox, c'est Pamela Rose. Voilà. Et un peu Manitas de Un l'habitat. peu Manitas, Ah, oui, bah bien sûr, bien sûr. Ah, bah oui, bien sûr. Mais c'est comme Safia. On va peut-être trouver un truc, quoi. Hein, entre Manitas et... Non, mais... Alors, qui a retué Pamela Rose raconte donc la suite des aventures de deux flics pathétiques, Bullitt et Ripper, membres du FBI, sur une trame policière qui tient la route. Et c'est bourré de gags, de vannes, d'absurdes, c'est nos limites, quoi. C'est la condition, en fait, pour qu'on le fasse. Ouais. Donc, nous allez-y, lâchez-vous, faites ce que vous voulez. Oui, ça se voit. Donc, on a sauté sur l'occasion. Avec Julien Rapneau également, hein, le Ouais. co-scénariste déjà du premier film. Voilà. On regarde à quoi ça ressemble. Et maintenant qu'il a été réélu, il devrait se lâcher sur la déco, c'est tout vieillot ici, là. Moi, président, je te mets un jacuzzi. Ah, mais où? Bah là, à la place de la cheminée, là. Vous êtes des mormons? J'appelle la sécurité. Mais non, je déconne, Cadet Olivier, j'ai la grosse patate, demandez-moi ce que vous voulez. Pour la baraque. On voudrait tourner une suite à Mais qui a tué Pamela Rose. Alors cette fois, les personnages que nous interprétons, les agents du FBI, Bullitt et Ripper, Big bisou, big bisou. doivent déjouer une tentative d'assassinat. FBI, sortez de là les mains en l'air tout de suite. Si tu bouges, t'exposes ta sale petite gueule de bâtard. Sur la présidente des États-Unis d'Amérique. Vous avez pensé à prendre votre brosse à dents, les codes nucléaires? Oui. Monsieur Potam? Oh merde. Vous êtes vraiment une mère poule pour moi. On va rien toucher, rien déranger, rien salir. Hein. On va aussi avoir besoin de tourner une scène dans votre gros avion, là, Air Force One. S'il vous plaît. Et en ce qui concerne l'armée, on aurait besoin d'une centaine d'hommes des troupes d'élite. 200 hommes des troupes d'élite, ça serait super. À terre. Enfin, allô. Une grosse rêve partie à Guantanamo, est-ce qu'on peut tourner un dimanche? Ce soir, 20h, grand match de balle aux prisonniers dans la cour. On n'a plus qu'une chose à faire pour sauver la présidente. Une boum? Bon alors, c'est d'accord? Yes, you can. Camoulox. Mais qui a retué Pamela Rose? Tata Yo-Yo. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ah, vous inquiétez pas, c'est pour la bande-annonce, là. C'est toujours bien d'avoir des filles sexy dans un film. Voilà, qui a retué Pamela Rose en salle mercredi 5 décembre. Alors moi, je l'ai vu, et je le dis, c'est très marrant. J'adore les mises en abîme. Au bout d'1 heure de film, Kat dit, là, ça fait qu'1 heure, quoi. Le film doit durer 1h30, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et ça repart. Il y a aussi le directeur de production qui arrive en disant non, ça on peut pas, c'est trop cher. Il y a plein de trucs un peu Mel Brooksiens comme ça. Ça, on l'a vécu en fait. On l'a vécu ça un peu. À un Ah oui. moment donné, on avait des petits problèmes d'argent et donc on s'est dit on va le mettre dans le film, quoi. Ouais. On n'a plus de thunes, quoi, pour faire les hélicoptères, les avions, les sous-marins. Ouais. Et le mec vient de dire. Ouais, le mec vient de C'est très dire. drôle. Alors il y a beaucoup d'autodérision. Hein. Il y a un personnage à un moment qui murmure à l'oreille de Cad, attention, tu tournes trop. Oui, ben, c'est vrai. Mais je continue quand même, tu vois. Ouais. Pourtant, on me l'a dit, hein, on m'a dit... Ouais. Bah, cette année, on en vous fait, a vu je à continue. l'affiche de 3 films. Hein. Ah bon, déjà? C'est pas beaucoup hein, par Non, rapport pas à terrible. certaines Bah, années. j'ai un hein. peu levé le pied quand même. Hein. D'habitude, c'est 5 films par an. Hein. J'aime ça, c'est mon boulot. Hein. Il paraît que des fois, vous dites à l'animateur, quand vous arrivez sur un plateau, c'est quoi le film, là, déjà? Scad, quand on vous dit qu'on vous voit trop, vous dites, j'ai vu mon père partir travailler tous les jours à 7h du matin et rentrer à 9h du soir. Travailler, c'est tous les jours. Non, c'est-à-dire que j'ai été élevé dans le travail, quoi. Genre, Ouais. c'est comme si on disait à une Mais infirmière, oui. aujourd'hui, tu vas pas à l'hôpital. Oui. Tu ne vas pas. Nous Oui. c'est un peu notre boulot, donc c'est un peu facile. Bon, enfin, bon, de toute façon, je me défends pas, je m'en fous en plus. S'en fout. Moi, je continue. Non, mais on bosse, quoi. Tout va bien, quoi. Ouais, ça va. Bon, c'est cool. Non, c'est va, vrai, tu quoi. me fais Non, chier. tu m'emmerdes, là, que Ouais, tu ça me fais va. chier, Oh. quoi, là. Putain, ça, j'ai une turbo, ta gueule, toi. Alors, Cad, vous êtes effectivement aujourd'hui l'un des acteurs les plus bankable du cinéma L'acteur français. préféré des Français, j'ai entendu. Ouais, ouais, vous avez fait 20 millions Classe. d'entrées avec les Ch'tis. C'est vrai. Vous avez été couronné par l'Académie des Césars. C'est vrai. Vous avez lu la Déclaration des droits de l'homme. C'est vrai Un aussi. 14 juillet, place de la Concorde. Devant, Il y a balance les noms, il y avait qui? Il y avait Vous vous rappelez Angela Bachar Merkel, el-Assad. il y avait Bachar el-Assad. Oui. C'est l'époque où on était J'étais copains dans la avec lui. tribune. C'est vrai, vous étiez? Ce jour-là, je rêvais qu'il fasse Manitas de l'Habitas. Ah ouais. J'ai pas pu. Ça aurait été mieux. Vous êtes une star internationale. Vous voulez qu'on continue l'interview en anglais, là, non? Oui, parce que c'est vrai. Non, mais ce qui veut dire, c'est vrai que j'ai plus l'habitude de maintenant d'exprimer en anglais, parce qu'évidemment, les États-Unis, C'est normal, maintenant. l'Inde, enfin tous Ouais. les pays limitrophes me réclament. Alors, Olivier, quand on est avec lui, comme vous en ce moment pour la promo, on n'a pas l'impression d'être le mari de la reine d'Angleterre toute la journée, non? Il y a pas mal d'avantages, hein, je veux dire. Ouais. Voilà, on a une voiture, on a un chauffeur, voilà, on va dans les bons restos, on se pose pas de questions, donc voilà. Est-ce que vous, personnellement, vous avez souffert du succès de Cad? Absolument pas. J'en étais fier. Et je peux même le dire honnêtement, ça m'a aidé aussi à faire Bien sûr. mon second film après Ce soir, Jean chez toi. Et, donc voilà, et voilà, c'est bon d'avoir un ami. Cad, Oui. vous êtes trop haut, trop fort. On va faire une interview autodestruction. Ça, normalement, c'est pour l'UMP, autodestruction. Oui, pas c'est pour- vrai que j'aurais pu vous la faire à vous. Rien plus. Qu'est-ce que vous ne supportez pas chez Cad Merad? Sa connerie tout le temps, tout Ouais, le temps, tout le temps. tout le temps. J'en Ouais. peux plus. Sortir des conneries toute la journée pour amuser soit Olivier, soit deux personnes. Ouais, quoi. voilà, C'est- ouais. C'est-à-dire de tout le temps chercher. Tout le temps être en représentation, Ouais, en fait. ouais. Mais en même temps, j'aime ça, ça C'est m'amuse. comme ça, c'est pour ça que vous êtes là en même temps. Donc je dis des conneries forcément parfois, Bien donc c'est sûr. chiant, quoi. Il y a du déchet. Quand avez-vous eu envie de gifler Cad Merad pour la dernière fois? C'est horrible, ça. Peut-être hier soir, peut-être. Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, je suis un peu sorti, donc j'ai un petit verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres, 5 verres, 10 verres, 4 bouteilles, 14. À la fin, tu vois le mec fait « Monsieur Merad, j'ai plus rien à boire !» Oui, parce qu'il avait un accent, le mec. Oui. Il était élevé dans le travail et dans l'apéro. Bah oui, Chez nous, il y avait l'apéro tout le temps. bah oui. Vous buvez de l'alcool, votre Mais père? il boit toujours, d'ailleurs. Hein. Rémi boit de l'alcool. Rémi Mohamed. Rémi Mohamed. Un des deux, ça dépend des jours. Ouais. C'est-à-dire que je me souviens que on faisait les apéros, c'est vachement important chez moi. Ah ouais. Ah ouais. Midi, soir, matin parfois. Un apéro à 7h du matin. Allez, on prend l'apéro. Mais papa, il est 7h. Ouais, mais oh, ça va, oh. Ah oui, il est 7h. Bon, on attend 8h, d'accord? Pastis, quoi. Le Ricard, bah, Attention. c'est la vie, non? À quelle occasion en avez-vous eu marre d'être Cad Merad? Oh là là. C'est ça, hier soir. Alors donc, hier soir... En rentrant, Oui, parce que bon, elle était très très jeune en fait. Hein. Non, je rigole C'est une vanne tiens, justement,
La prochaine question, c'est à quelle occasion Cadmerade aurait-il mieux fait de fermer sa gueule? À plein d'occasions, mais je sais pas. Ça, tu vas peut-être m'aider. Plein de fois, tu gaffes pas mal de fois. Je fais des gaffes, ouais. Vous en faites des gaffes tout le temps en politique, vous arrêtez pas, vous. Non, mais c'est vrai, vous faites. Alors, en ce moment, on fait que ça, de toute façon. Parce que on est toujours en train de s'exprimer et de parler, donc on dit des conneries. Dernière question, et non la moindre. Qu'est-ce que Cadmerade aura raté dans sa vie? Oh putain. Ma carrière de batteur. Oui. Et votre coupe de cheveux aussi. Oh, dis donc. Les cheveux, pourquoi les cheveux? Les cheveux, ça va. Tu sais, j'ai des cheveux en fait. Hein. Ouais, je sais. Mais je les laisse dans les loges tout le temps. En fait, dans les films, vous avez souvent des perruques. Mais j'adore ça, moi. Ouais. On adore se déguiser. Nous, dans Pamela Rose, c'est un festival. Ouais, c'est un festival de putain. perruques. Parce que de toute façon, on est obligé d'avoir des perruques si on veut des cheveux maintenant. C'est Voilà. cette conversation. C'était la paire de SLT. On se retrouve après la pub pour discuter de l'actualité de la semaine. À tout de suite. Rebonsoir les terriennes, rebonsoir les terriens. Nous sommes toujours en compagnie de Cadéo, de Safia Lévy et de Benoît Apparu. Alors Safia, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc cofondatrice du mouvement Ni pute ni soumise, membre du Conseil régional d'Île-de-France pour Europe Écologie Les Verts et désormais membre des Femen, ces féministes qui manifestent en montrant leur sein. Pour faire partie des Femen, le premier critère, c'est pas d'être féministe, c'est de pas être frileuse. On n'a pas froid. Ouais. Alors les Femen se sont fait remarquer en manifestant sous les fenêtres de DSK au cri de « Fuck me in a Porsche Cayenne ». C'est quand même génial. C'est bon, putain. Sur le parvis des droits de l'homme au cri de « Plutôt à poil qu'en burqa ». Et le 18 novembre dernier, dans une manif contre le mariage gay, au cri de « Fuck God ». Je trouve pas mal. Les Femen, c'est la guerre nue, quoi. Hein. C'est ça le concept. Nos armes, ce sont nos seins. Donc le mode d'action, c'est se réapproprier son corps et l'utiliser comme une arme de guerre. Donc c'est un mouvement ukrainien qui est né après la Révolution Orange. J'étais les voir à Kiev. Je me suis dit, c'est quoi ces filles? C'est extraordinaire. Moi, j'avais fait Ni pute ni soumise. On avait déjà bousculé beaucoup de choses en banlieue. On avait, voilà. Et Femen, pour moi, ça a été une deuxième révolution et un mode d'action qui m'intéressait. Alors vous êtes passé de ni pute ni soumise à ni t-shirt ni chemise, en fait. Pour apprendre aux femmes à faire face aux flics et aux maris violents, les Femen ont des camps d'entraînement. Hein. En France, c'est au Lavoir Moderne, à la Goutte d'Or. Qu'est-ce que vous faites dans ces camps d'entraînement? On apprend à se battre. On apprend à se défendre plutôt. On fait des pompes, on saute partout, on court. Et puis surtout, c'est qu'on apprend à gérer sa voix. Parce que les actions Femen, c'est très intense. Ça dure, on ne sait pas combien de temps ça peut durer. C'est le temps que la police nous arrête ou le temps où on prend justement ces coups, comme on a pris les coups avec le GUD lors de la manif. Donc voilà, donc c'est pouvoir poser sa voix, porter des slogans, tenir avec la pression et puis courir vite surtout. Moi je les trouve très courageuses parce que se retrouver face à des mecs du GUD ou de Civitas qui sont des tarés finis, je veux dire, il faut vraiment y aller, quoi. Il faut vraiment pas avoir peur. Elles ont des couilles. Exactement. Des ovaires. Mais alors, vous défendez toutes les femmes. Est-ce que vous défendriez Nadine Morano? Ouais, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'elle a fait, Nadine Morano? Bon, c'est pas de sa faute, Nadine. Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, rien, c'est Nadine, quoi, c'est tout. En tout cas, vous défendez très mollement Europe Écologie Les Verts. Vous dites, comme ils sont divisés sur les grands problèmes, le féminisme, la laïcité, même l'écologie, ils ne parlent de rien, de peur que ça explose, de peur d'ouvrir la boîte de Pandore. C'est-à-dire que vous appartenez à Europe Écologie Les Verts, mais en fait, c'est pas trop votre cam. Les militants Europe Écologie, il y en a une grande partie qui sont d'accord avec moi. Après, c'est la direction qui a un autre discours. Et c'est ce que j'ai envie de faire, c'est de pouvoir montrer que être féministe, laïque, antiraciste, c'est la ligne sur laquelle il faut garder. On n'a pas d'autre ligne, on n'a pas d'autre choix. Avec la montée du Front National, à la montée du fascisme en Europe, on n'a pas d'autre choix. Attendez, mais pourquoi vous les quittez pas?
Ailleurs, c'est pire, je crois. Ben non, vous adorez Mélenchon, vous dites, Bah. il construit une gauche sociale, laïque, écologiste, féministe, je me reconnais pleinement en lui. Mais pourquoi vous n'allez pas au front de gauche? Parce que ça fait évoluer les lignes dans mon parti. Ah. Et c'est ça qui. Vous voulez voir Eva Joly à poil, quoi. Ouais, j'aimerais bien. Et Hollande, vous pensez qu'il fait des choses pour la condition des femmes? Peut-être faire un truc pour sa femme, déjà. Ouais, déjà. Hollande, moi j'attends de voir. Là, il y a eu la journée internationale des violences faites aux femmes le 25 novembre. Donc c'était sa première sortie politique sur cette question-là. Bon, ben c'est timide, c'est des questions. Hollande, hein, ouais, oui. c'est de dire on va faire 5000 places d'hébergement d'urgence pour les femmes qui sont victimes de violences. Il y a de plus en plus de femmes dans la rue. Il y a de plus en plus de femmes seules avec des enfants qui ont besoin de logement. Eh ben, moi j'aimerais entendre un discours sur le logement. Plus clair. Bien, François, si tu me regardes. Benoît Apparu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député UMP de la Marne, ancien ministre du Logement. En fait, vous avez réussi quoi en tant que ministre du Logement? Vous avez trouvé un appart au moins? Ça, c'est pas de problème. Non, parce que la dernière fois que vous êtes venu, vous viviez dans un 35 mètres carrés. Alors je me suis fait du souci parce que je me dis, à l'époque où il était ministre, il avait 35 mètres carrés dans le 11e. Maintenant qu'il n'est plus ministre, il doit être dans un carton, non? Non. J'ai le même appart, mais voilà, on achète avec les moyens qu'on a. Bah ouais, bien sûr. Ça prouve qu'un animateur, ça touche beaucoup mieux qu'un ministre. Ah bah vous savez pas dans quoi j'habite. Alors ça va, vous avez retrouvé Châlons en Champagne? Exact. Mais je l'avais pas quitté. Grosse déprime quand même. Non, absolument pas. Non, absolument pas. Très belle ville. Bah, comme vous êtes adjoint au maire, vous n'allez pas dire que c'est pourri en même temps. Oui. Alors en parlant de champagne, vous savez comment on fait pour reboucher une bouteille de champagne? Bah, demandez à Jean-François Copé. Je vais essayer de m'en souvenir de celle-là. Mais l'avantage, c'est que là, vous pouvez aussi demander à Fillon. Oui, alors vous avez fait très fort dimanche soir, après l'échec de la tentative de médiation d'Alain Juppé, quand vous avez tweeté « La droite morte ». C'est formidable. C'est du Libé, quoi. C'est génial. Parce qu'effectivement, j'avais le sentiment d'assister au suicide en direct. Ah ouais. Non seulement de l'UMP, mais de la droite, mais beaucoup plus loin que ça. Parce que traditionnellement, qu'est-ce qui se passe? Quand nous, on est faible, le PS, il est fort. Et vice-versa. Et quand le gouvernement PS est faible et nous, on est faible, et qui en profite, c'est effectivement les extrêmes. Le Pen, et le risque aujourd'hui d'une droite faible, c'est effectivement d'avoir des extrêmes qui en profitent. Mais je vois pas où est le problème. Non, mais en plus, là, vous avez été génial. On expliquera, c'est pas Là, grave. vous avez été génial. C'est trop tard. Là, vous avez été génial, c'est qu'après la droite morte, vous avez proposé à vos followers de zapper pour regarder sur Gulli « Génial, mes parents divorcent ». Quand même. Vous êtes bon, hein? Et puis alors après, vous avez parlé de député-dépité. Bien aussi. Alors, vous n'avez pas vu la dernière de Copé pendant que vous étiez au maquillage. Je suis officiellement président de l'UMP, aussi sûr que 2 et 2 font 5. C'est marrant, l'UMP. Vous avez un peu de mal à compter. Vous n'arrivez pas à compter les bulletins. Si ça se trouve, c'est pour ça que les déficits ont explosé pendant que vous étiez au gouvernement. Alors, on compte bien les bulletins, mais en fait, on oublie des départements. Oui, c'est pas tout ça. à fait la même chose. Enfin, c'est bien la première fois qu'une campagne électorale est plus intéressante après qu'avant. C'est vrai. C'est au moins Vous savez, tous les soirs de scrutin, tout le monde dit « j'ai gagné ». Ouais. Et ben là, effectivement, tout le monde l'a dit. Oui, c'est ça. C'est bien pour le de problème. vrai. Mais là, le problème, c'est que c'était vrai. Eh bien, on va en parler. On passe maintenant à l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est Hervé Gattegno, éditorialiste sur RMC et BFM TV, que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Après KDO, Eric et Ramzy, Omar et Fred, le nouveau duo comique qui cartonne, c'est Fillon et Copé. Leur petit numéro de frères ennemis qui se disputent devant les caméras fait bien marrer les Français. Je demande à Jean-François Copé une nouvelle élection par les adhérents. Mais dans le fond, il n'y a pas de quoi rire. En 2008, lors du congrès socialiste à Reims, on s'était déjà bien marré quand Martine Aubry et Ségolène Royal s'accusaient réciproquement d'avoir triché. Et voilà qu'aujourd'hui, Fillon et Copé nous refont exactement le même numéro à l'UMP. Quand les leaders des deux partis qui se partagent le pouvoir en France sont prêts à tricher pour se faire élire, c'est un problème d'éthique. Ça veut dire qu'ils n'ont aucun respect pour leurs électeurs. Du coup, comment voulez-vous qu'ils respectent le vote des Français lors des scrutins nationaux ? En 2005, par exemple, le PS et l'UMP ont appelé à voter oui au référendum sur le traité européen. Nous dirons tous oui. Pourtant, les Français ont voté non.
Eh bien, 3 ans plus tard, le PS et l'UMP, réunis en congrès à Versailles, ont voté le traité de Lisbonne qui rétablissait ce à quoi le peuple avait dit non. Mais bon, ça ne sert à rien de dramatiser. En 2008, le PS a failli exploser et aujourd'hui, tout est oublié. D'ici quelques mois, ce sera sans doute la même chose pour l'UMP et tout recommencera comme avant. Simplement, il ne faut pas s'étonner quand les sondages nous révèlent que 80% des Français ne font plus confiance aux partis politiques. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Hervé Gattegno, bonsoir. Vous êtes éditorialiste sur RMC et BFM TV. Bienvenue parmi nous, Hervé. Alors finalement, le plus choquant dans ce duel Copé-Fillon, c'est qu'il ne s'agit même pas d'une fracture idéologique, c'est-à-dire la droite du parti contre la gauche du parti, mais uniquement d'ambition personnelle, parce que Copé est plus à droite, mais Raffarin, il est avec Copé, et Fillon, lui, il est avec Ciotti. Donc on ne peut même pas parler de rupture idéologique. Ce qui est choquant également, c'est que Nicolas Sarkozy, qui est quand même membre du Conseil constitutionnel, qui est un sage, descende dans l'arène pour s'occuper des misères de son parti. Ça, c'est pas très bien. Je ne sais même pas si c'est autorisé. Alors voilà, et en plus, ça marche pas, sa médiation. Ce qui est pire que tout. C'est-à-dire que Sarko n'est pas arrivé à siffler la fin de la récré, quand même. Hein. Mais revenons sur le Conseil constitutionnel. Il n'est pas descendu dans l'arène, il n'a pas fait un communiqué de presse, il n'a pas parlé à la télé pour dire « faites ça ». Il l'a fait ou pas? Non. Bon. Il a menacé de le faire. Il a menacé. C'est pas la même chose, mais il semblerait effectivement qu'il n'ait pas encore été entendu. Ça discute hors des caméras maintenant. Pour une fois, effectivement, on a l'intelligence de discuter hors caméra, ce qui peut peut-être nous faire avancer un peu. Ça vous a choqué, cette histoire, vous? En fait, on s'en fout un peu. J'habite dans un quartier populaire, les Français, ils s'en foutent. Et la seule chose le risque, c'est la montée des extrêmes, parce que, voilà, il n'y a pas de chef, et si la droite commence à se casser la gueule, en même temps, elle a fait le jeu pendant plus de 5 ans d'avoir un discours d'extrême droite. Donc, c'est la continuité pas aussi. Tous, hein, pas apparu. Hein. Pas tous, mais il y a eu quand même pas mal de dérives. On entend tous les 4 matins. Honnêtement, on a un peu de mal à imaginer quand même quelqu'un qui serait fondamentalement un sympathisant ou un adhérent de l'UMP qui dirait « Ah bah Copé et Fillon n'ont pas réussi à se mettre d'accord, je vais aller adhérer au Front National ». Sauf si on est Patrick Buisson. Mais lui, il a peut-être déjà adhéré. Lui, il a peut-être déjà sa carte. Il y a juste une petite confusion qu'il ne faut pas faire. Je suis à peu près convaincu qu'il n'y a pas un adhérent de l'UMP qui ira au Front National. Ouais. Ah bon. Par contre, un électeur, c'est pas la même chose. Ouais. Et ce qui nous intéresse tous, au-delà de nos partis politiques, composés d'adhérents, c'est effectivement savoir ce qui va se passer aux prochaines élections. Ouais. Non, en fait, c'est au-delà de l'éternel problème. Évidemment, la droite est bonapartiste et la gauche l'est un peu moins, c'est vrai. On a eu Chirac-Giscard, on a eu Chirac-Balladur. Enfin, on voit bien que pour arriver au pouvoir, ils sont obligés de se castagner, quoi. C'est dans leur ADN, d'une certaine façon, non? Il y a même une grande tradition dans la vie politique française. Il faut se rappeler que François Mitterrand a pris la tête d'un parti dont il n'était pas membre en 1971 au Congrès d'Épinay. C'est quand même... Contre Savary. C'est pas rien. Et puis ensuite, toute la carrière de Jacques Chirac a été faite de nombreuses trahisons. Oui. Et aujourd'hui, il est regardé comme une sorte de statue, un vieux sage de la vie politique française. C'est quand même, il faut quand même le dire, dans le parti de M. Apparu, c'est la première fois qu'on vote pour de vrai, avec des vrais électeurs qui viennent mettre un bulletin dans l'urne. Avant, c'était jamais arrivé. Si c'était arrivé au moment de ce qu'on avait appelé la fronde des rénovateurs contre Jacques Chirac, bah, il est évident qu'ils auraient bourré les urnes, pareil. Juste un point quand même, arrêtons cette caricature. À l'UMP, nous avons eu 600 bureaux de vote. Il y en a 3 qui posent problème. Alors je veux bien qu'on nous parle d'une fraude caractérisée, généralisée, mais enfin, a priori, 3 bureaux de vote sur 600, ça fait quand même un pourcentage assez infinitésimal. Mais il se trouve que quand vous avez 3 bureaux de vote à problème et 100 voix d'écart, ben ça vous change le vainqueur. Ce qui est quand même très troublant, c'est que François Fillon, dans une interview quelques jours avant le vote, dit « Oh là là, j'ai peur qu'il y ait de la triche ». Et Jean-François Copé lui répond « Ah oui, moi aussi, et surtout à Nice ». Bon, et quelques jours plus tard, on vote, et qu'est-ce qu'on découvre? Qu'il y a eu de la fraude et que tout le monde a l'air de regarder vers Nice. Bon, c'est bizarre, on a l'impression qu'ils le savaient avant, donc peut-être qu'ils auraient pu l'empêcher. Olivier, pourquoi est-ce qu'il est normal qu'il y ait eu des élections entre Copé et Fillon alors que Copé avait les clés du parti? Est-ce qu'il n'aurait pas été logique que ce soit un organisme externe qui organise ça et que Copé n'ait pas les clés et qu'il ne puisse pas influencer, ou Fillon d'ailleurs, mais là pour le coup c'est le président qui demande à finalement être réélu. Est-ce que c'est normal? Moi ça ne me choque pas. C'est pas ça qui me choque. Prenons un exemple. 2017, François Hollande se représente. Il doit démissionner? Il a les clés d'État pourtant. Il a les clés d'État. Est-ce qu'il va démissionner pendant 6 mois de campagne électorale? Non. Par contre, il y a une étanchéité totale entre sa fonction présidentielle et effectivement la campagne en tant que telle, les moyens de la campagne électorale. Est-ce que c'est aussi étanche? C'est peut-être là où effectivement on a eu un problème. Il n'y a pas eu l'étanchéité en question. Vous trouvez pas, vous, quand même, non, comme
sentiment que la démocratie de la Ve République fonctionne quand même. Non, ça fonctionne pas, mais ça on le sait. Moi, en plus, j'en suis la preuve vivante. Moi, j'ai dû me battre pour être une élue qui vient des quartiers populaires. Donc, moi, j'espère que Hollande mettra et appliquera le non-cumul des mandats, parce que c'est super important de renouveler la génération. On voit très bien les deux gros partis, c'est des vieux mecs. Là, on voit très bien Copé et Fillon. Il est très beau à Paris. C'est un combat de coq, c'est tout. On a affaire à ça. Donc il faut renouveler... que les citoyens se réapproprient la politique. Mais bien sûr, et ça, il faut que le non-cumul des mandats soit appliqué. Il va y arriver, vous croyez, Hollande? Il n'a pas le choix. Ah bon, pourquoi vous allez le... Ah oui. Moi, j'ai faim, j'ai la dalle. Non, mais je me noie un peu là-dedans, moi. Ouais. Je sais, hein, je suis désolé, mais je pensais qu'avec Olivier, on parle jamais de politique, parce que moi, je sais pas... Si, on en parle un peu, on en parle, mais je me noie dans des paroles. Vous parlez des 75% qui vont vous prendre à vous. C'est vrai que c'est un peu... Voilà, oui, bah forcément, ça nous fait chier. Mais moi, je suis d'accord pour participer à... Voilà, que tout le monde... Je crois que c'est dans la manière dont on prend l'argent. L'autre fois, tu disais un truc qui était intéressant. Si tu ne veux pas payer tes impôts, si tu veux pas payer un impôt... Alors, non, déconne pas. Tu vas au bout, Non, mais je vais aller au bout, parce que j'ai trouvé ça intéressant. D'accord, mais tu payes ton médecin, tu payes ta sécurité sociale, tu payes les médicaments. C'est ça. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'était utopique. C'était utopique. C'est même pas utopique. J'ai trouvé ça bien, mon chéri. Ça m'en dit que ça pose un problème. C'est qu'en règle générale, pourquoi on prend des impôts aux riches, très bien, et pourquoi on prend beaucoup d'impôts aux riches, pour que justement celui qui ne peut pas payer son médecin n'ait pas à le faire. Bah oui. C'est le principe de la solidarité, de la redistribution. Si vous faites ça, vous faites une croix sur la solidarité. Si vous faites ça, nationale. Oui, non, mais c'est pour ça que le riche paiera beaucoup moins. C'est con. C'est débile. Ouais, bien sûr. C'est débile. Non, mais moi, je suis... Tu t'en fous en plus. T'es riche et t'es pas malade. Oui, on continue à discuter de l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko 2. Cette semaine, Arnaud Montebourg voulait choper Lakshmi Mittal par le col du veston pour le raccompagner à la frontière. Nous pouvons parfaitement utiliser ce que tous les États modernes et développés du monde savent utiliser, c'est-à-dire la nationalisation temporaire. Le mois dernier, c'était le fisc français qui accusait Amazon et Facebook de ne pas payer assez d'impôts. Décidément, en ce moment, la France roule des mécaniques. Mais sommes-nous vraiment de taille à tenir tête aux grandes multinationales? Car comme tous les géants sûrs de leur force, les multinationales n'ont peur de personne. Aux États-Unis par exemple, Amazon a obtenu l'annulation d'une dette de 200 millions d'euros au fisc, rien qu'en menaçant de supprimer tous les emplois dans l'État du Texas. Attendez-vous à ce que tout change. Encore un peu plus. En France, pareil. Quand Montebourg hausse le ton avec Mittal, celui-ci menace de licencier les 20 000 personnes qu'il emploie dans notre pays. Et quand le fisc français réclame de l'argent à Google, la plateforme de recherche menace de ne plus référencer les sites français. Alors, la France doit-elle baisser son froc devant les multinationales? Parfois, faut savoir mettre sa fierté de côté. Regardez l'Irlande et le Luxembourg. Pour faire plaisir aux multinationales, ils ont baissé les taxes sur les sociétés. Résultat, Facebook et Google ont leur siège européen à Dublin, tandis qu'Amazon et Apple sont installés au Luxembourg. Exactement comme Mittal qui lui aussi a son siège au Luxembourg. Alors forcément, nationaliser Florange, ce serait comme replanter le drapeau tricolore sur les hauts fourneaux de Lorraine. Une attitude carrément plus glamour que celle de Jospin qui, en 2002, conseillait aux ouvriers de se résigner. Qu'est-ce qu'on attend le gouvernement pour faire des choses? À chaque fois qu'il y a un plan social, on doit nationaliser. En se battant contre Mittal, Montebourg n'est pas sûr de gagner le combat. En revanche, s'il ne se battait pas, il serait sûr de perdre les prochaines élections. Et donc on y va, à fond la caisse. Voilà, c'était l'édito de Blacko 2, mise en image de Julien Grave. Voilà, alors, Montebourg, en fait, c'est le véritable ministre de la communication du gouvernement Hérault. Il amuse la galerie en marinière. Dès qu'une usine va fermer, il dit « Ne quittez pas, j'arrive ». Je dirais que plutôt que le ministre de la Communication, c'est le ministre de l'énergie, c'est le ministre du volontarisme. Ouais. Donc il essaye de faire le contraire de ce que Jospin avait fait il y a quelques années. Vous savez, Jospin avait dit « L'État ne peut pas tout ». Montebourg, il essaie de montrer que l'État peut faire quelque chose. En l'occurrence, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Pas de nationaliser, comme certains le disent, dans le sens où l'État voudrait faire de l'acier. L'État en France ne va pas faire d'acier. C'est pas de ça qu'il est question. Il est question d'une situation dans laquelle M. Mittal, qui avait pris
pris des engagements devant l'État français, devant le précédent gouvernement. Monsieur Mittal devait investir, il devait maintenir de l'emploi, et finalement, il ne le fait pas. Monsieur Mittal, il est d'accord pour fermer les hauts fourneaux parce qu'il trouve que c'est pas rentable, ça l'arrange pas, mais en revanche, il veut garder la partie rentable de l'usine. C'est terrible à dire, mais c'est à lui. Mais c'est à lui, d'accord, mais la sidérurgie française, elle a été renflouée, nationalisée en 1981, renflouée avec des milliards d'argent des contribuables français, ensuite privatisée et ensuite objet d'une OPA qui a été faite par M. Mittal. En 2006, Thierry Breton, ministre du même bord que M. Apparu, a essayé de mettre un maximum de conditions. Il a essayé en réalité d'empêcher la prise de contrôle de la sidérurgie française par M. Mittal. Il a échoué. Ouais. Mais néanmoins, M. Mittal a pris beaucoup d'engagements. Ces engagements n'ont jamais été respectés. Or, la loi française et le Conseil constitutionnel permettent de faire des nationalisations temporaires. Oui. C'est ce que Nicolas Sarkozy a fait pour Alstom il y a quelques années, et ça a permis de sauver Alstom. Bien sûr, non, mais Obama l'a fait, Cameron l'a fait en Angleterre. Oui, mais même en France, Nicolas Sarkozy l'a fait. Ce qui me pose problème avec Montebourg, c'est quoi? C'est autre chose. C'est quand effectivement, il va trop loin en disant on ne veut plus de M. Mittal en France. C'est la bagatelle de 20 000 emplois. C'est pas Mittal qui a fait un chantage en disant « je vais retirer 20 000 emplois ». C'est M. de Montebourg qui, à la une des Échos, nous dit « on ne veut plus de M. Mittal en France ». Vous ne croyez pas que c'est volontaire de sa part? Non, attendez. Vous ne croyez pas qu'il a envie que ça fasse le tour du monde? Oui, mais je pense que c'est une erreur. Parce qu'effectivement, l'image de la France à l'international, d'avoir le patron de l'industrie, le ministre de l'Industrie qui dit « les industriels, barrez-vous », je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne image pour la France. Il ne dit pas « les industriels, barrez-vous ». Il dit Monsieur Mittal, les industriels qui ne respectent pas les promesses qu'ils ont faites à l'État français ne sont plus les bienvenus chez nous. C'est ça qu'il dit. Attendez, mais je voudrais qu'on reste sur ce que vous disiez à l'instant, Benoît Apparu. C'est-à-dire qu'à un moment, ça donne quand même de la France une très mauvaise image, et nos concurrents en profitent. C'est-à-dire le maire de Londres, Boris Johnson, qui est allé en Inde pour dire aux industriels indiens « n'allez pas en France, vous serez persécutés. Là-bas, les sans-culottes ont pris le pouvoir. » Alors évidemment, nous, on sait bien que ce n'est pas des sans-culottes, mais quand on est industriel indien, on va investir en Allemagne ou en Italie ou en Espagne plutôt qu'en France. C'est tout le risque. J'entends bien le combat pour ce site. Je le partage. Peut-être pas la technique, mais oui, je pense qu'on peut essayer de sauver ce site. Donc il faut le faire, et il faut effectivement beaucoup de volontarisme politique, et de ce point de vue-là, je le reconnais volontiers à Montebourg. Le problème, c'est que de mon point de vue, il va 1000 fois trop loin. Il en fait trop. C'est pas un rôle avec Hollande. C'est-à-dire, Hollande, il fait good cop et Montebourg, il fait bad cop, quoi. Ça peut être ça. Mais pourquoi vous vous embêtez avec la forme? Ce qui m'intéresse, c'est le risque. C'est le fond dans cette affaire. On s'en fiche de la forme. Mais non, on s'en fout pas de la forme. Mais si, on s'en fiche. Désolé, quand à la limite, effectivement... il a parlé trop fort et il a parlé trop vite, peut-être, mais s'il a raison sur le fond. Le maire de Londres, il dit qu'en France, ce sont les sans-culottes qui gouvernent, et Montebourg, ce qu'il veut montrer, c'est qu'il baisse pas son pantalon. Oui. Il peut dire la même chose. Il y a une différence. D'accord. Il peut dire exactement la même chose. Il peut faire le même boulot sans forcément, me semble-t-il, dire on veut plus de M. Mittal en France. Au-delà de ça, c'est quand même un peu l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est que le gouvernement français s'attaque aux multinationales. C'est pas mal. Enfin, on peut douter du résultat. Est-ce que ces gens-là sont pas naïfs? Parce que Montebourg, c'est sans doute un très bon avocat, mais il n'a jamais travaillé en entreprise. Il ne connaît pas le business. Vous savez, s'il faut attendre qu'un homme politique ou un ministre ait travaillé en entreprise pour qu'il puisse s'en occuper, on ne va pas en avoir beaucoup. Est-ce que ces gens-là connaissent le business? C'est un sujet très difficile. Est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Est-ce qu'ils savent aux loups sauvages à qui ils ont affaire? Non, mais ils savent surtout, comme nous, comme vous, Thierry, comme nous tous, ils savent à qui ils ont affaire, c'est aux ouvriers de Florange. Qu'est-ce que vous allez leur dire aux ouvriers de Florange? Vous allez leur dire, vous n'aurez plus de boulot parce que M. Mittal, qui nous avait promis de sauver votre emploi, a finalement changé d'avis parce que le cours de l'acier s'est modifié en Europe. Non, vous ne pouvez pas leur dire ça. Il faut bien trouver une solution. Et Benoît Apparu, s'il était au gouvernement aujourd'hui, il ferait pareil. Non, il peut faire les mêmes rodomontades sur le site pour sauver le site, avoir la même énergie pour sauver le site sans, me semble-t-il, mettre entre guillemets en cause ce qu'est la France à l'étranger au travers de ce type de phrases-là qui ne servent à rien dans le cadre d'une négociation avec M. Mittal. Safia? Je pense qu'il a eu raison d'avoir un coup de poing, un coup de gueule comme ça, parce que Mittal, c'est, voilà, vous avez dit, il avale le monde, et on voit très bien en Belgique, au Luxembourg, le mec, il a commencé, il avait une aciérie minuscule en Inde. C'est un type exceptionnel. On en fait le grand méchant loup en France, parce que bon, mais en fait, c'est un homme d'affaires exceptionnel. Bien sûr. Vous pensez que le politique a une chance contre le capitalisme sauvage? J'espère qu'il a une chance. Oui, bah oui, faut pas se laisser faire. Quand j'entendais Google qui menaçait de je sais plus quoi là de. Ils disent si vous voulez pas être d'accord avec nous, on ne référencera plus les sites français.
Mais je trouve ça dingue, mais insupportable, au moins que des... Bah, c'est à eux, hein, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Bah ouais, mais les gouvernements doivent pouvoir agir sur ces gens-là. C'est pas normal de menacer, la menace à l'emploi, le chantage à l'emploi. Je trouve ça dingue. Moi, je sais pas comment ces gens-là font pour se lever le matin, se regarder dans le miroir, en sachant que sur un coup de pouce comme ça, ils peuvent virer des gens ou menacer des gens. Je trouve ça fou. On a un problème qui est très simple, malheureusement. Vous avez des boîtes qui sont mondiales et des règles nationales. Voilà. C'est aussi basique que ça. C'est une bonne conclusion. Non, mais Voilà. c'est aussi basique que C'est ça. la fin de ce débat. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain pour une autre émission. Bonsoir. Bravo, merci d'être là. Merci beaucoup. Merci bien. Voilà, dans un instant, la météo de Catherine Laborde. Ensuite viendra l'émission des racines et des pieds. Hervé, merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'était la P2 de SLT. On se retrouve après la pub avec le zapping, Gaspard Proust et notre invité du samedi 20h. Ce soir, France Guérin, bénévole et bénéficiaire des Restos du Cœur. À tout de suite. Bonsoir les terriennes, bonsoir les terriens. Nous sommes toujours en compagnie de Cadéo, de Safia Ledby, de Benoît Apparu. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h, ce soir, France Guérin. Bonsoir madame. Bonsoir. J'accueille maintenant Gaspard Proust pour Elle est pas belle la vie. Super. Merci. Alors, cette semaine, politique. Ça fait vraiment longtemps que BFM n'a pas diffusé une aussi bonne série. Alors, c'est émouvant ce qui se passe à l'UMP. Hein. Franchement, dans ce parti obsédé par la viennoiserie sous Ramadan, voir débarquer le printemps arabe à l'UMP. Après le coup du Sirocco, le coup de la Cocoë. Alors, qui a gagné? C'est un problème d'image. C'est un problème d'image. Quand tu vois la tronche de Copé, même sans scrutin, tu te doutes qu'il a triché. Alors que Fillon, avec ou sans scrutin, t'es sûr qu'il a perdu. Bon, celui qui, moi, me déçoit vraiment, c'est Copé. Je veux dire, avant de faire putschiste, il aurait peut-être dû faire un stage en Corée du Nord ou en Syrie. Pour un type qui se veut de la droite décomplexé, quelle déception. Enfin, franchement, fallait un petit coup d'état apparu, un petit truc à la chinoise, vous voyez, là. Arrêter Fillon à l'heure du laitier, le foutre en caleçon rayé, chaussettes à pois, devant une cour martiale neutre, Balkany procureur, Morano juge, Copé pour avocat, sous la surveillance d'une personne extérieure neutre. Takedine. Alors on diffuse tout ça, évidemment, on diffuse sur le site de l'UMP, autocritique publique de Fillon, Pizou, les rizières à betteraves de la Sarthe. Alors oui, je sais que c'est un peu violent, mais au moins ça a de la gueule, quoi. C'est quand même d'un autre niveau que les luttes internes au PS. Enfin, au PS, quand même, Ségolène, au bout de 2 jours, elle lâche l'affaire, c'est une tristesse, quoi. T'as la lutte Aubry-Royal à côté de Copé-Fillon, c'est comme comparer un magasin bio à un abattoir sans étourdissement. Il y a de la virilité chez vous, c'est ça qui est bien, tu vois. Non, moi, franchement, je trouve que la guerre de l'UMP, ça donne une image déplorable du PS. Moi, je voudrais pas être défendu par des hommes qui sont pas passionnés à mort par ce qu'ils font, tu vois. Enfin, quand on aime les trucs virils, on prend pas sa carte au PS, c'est une évidence. De toute façon, il suffit de lire le programme. Mariage pour tous, la parité, la protection des hamsters en Alsace. Enfin, je veux dire, c'est qui a pondu le programme? Marc Lévy, enfin, tu vois. De toute façon, le vrai drame de cette histoire, c'est que dans le fond, les deux, ils s'aiment. Je suis sûr que s'ils ouvraient un compte sur Mythique, pour tout ce qu'ils partagent entre eux, ça ferait pas tilt, mais voir crack, boum, quoi, tu vois. Je vois bien la petite annonce, Braquemar obséquieux, cherche notable taiseux pour passion dévorante. Rapport actif-passif apprécié. Alors vous me direz en même temps, la France, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de la France, c'est bon, quoi. Elle a vécu, elle vivra, c'est pas... Quand on voit le sujet économique majeur, je crois que vous en avez parlé tout à l'heure, c'était Mittal, quoi, les gars qui tapent sur la tôle. Et Montebourg qui va sauver ça, ben voyons, c'est... T'imagines la rencontre entre Montebourg et Mittal? C'est vous le mec à la marinière et au mixeur, là? Non, moi je veux pas parler au type du téléachat, quoi. Montebourg qui dit qu'il va nationaliser, l'autre il éclate de rire en voyant Captain Igloo s'énerver. Il dit non, c'est pas... Mais non, voyons Arnaud, quoi, je veux dire. Mais moi je sais pourquoi il nationalise, c'est pour récupérer Pulvar, c'est évident. Mais ouais, moi aussi je vais te prouver que je peux faire des achats somptuaires, quoi. Tu verras, moi je suis national, tu vois, ça y est, quoi, je suis un mec, quoi. Arrête, lâche-moi la grappe, quoi. C'est beaucoup dans le silence que je fais, vous savez. De toute façon, la prochaine étape, c'est quoi? C'est nationaliser les Inrocks. C'est pour...
Après Montebourg, Mittal a été reçu à l'Élysée. Ah, c'est sûr qu'en face de René Coty, là, Lakshmi va se faire dessus, quoi. Ce pays n'a plus aucune dignité, franchement. Se faire emmerder par un ferrailleur avec une tronche de vendeur de roses, quoi, Pauvre France, où vas-tu, quoi? Où vas-tu? Surtout quand on voit ce qui tracasse le gouvernement en ce moment, c'est quoi? C'est les punks à chiens qui font des cabanes sur des tarmacs en jachère. Enfin, c'est l'impression de voir le rassemblement annuel des sosies de Zaz, quoi. Non, mais et ça c'est du sujet, quoi. Ça, c'est du sujet, quoi. Faire des tables rondes avec des terroristes nature et découverte, enfin... Des tables rondes, des cagettes trop tournées. Moi, le côté SDF des bois, sans douche fixe, enfin, je sais pas, quoi. Je sais de quoi je parle, hein, ça. Une fois, je suis sorti avec une altermondialiste. Chacun ses dossiers, hein. Bon, le seul côté pratique avec une altermondialiste, c'est que pour les mycoses, t'as pas besoin de passer au labo, ça se voit à l'œil nu. Non. J'étais obligé de faire une semaine de thalasso pour m'en remettre, quoi, sinon... Alors pendant ce temps, Valls et Taubira, Black et Mortimer de la présidence, qui s'excitent sur la Corse, mais laissez-les tranquilles, les Corses. Je veux dire, dans un monde où le bruit est un fléau, respectez un peu leur loi du silence. Je veux dire, ferait mieux de lancer une alerte enlèvement pour retrouver Jean-Marc Ayrault. Et immigration, moi j'ai lu le truc, hein, immigration choisie, on demande surtout des médecins et des ingénieurs. Ça tombe bien, quoi. C'est typiquement le genre de métier qu'ils ont en excès dans les pays du Sahel, quoi. C'est un peu comme si on ouvrait des quotas de charcutiers pour les ressortissants iraniens, quoi. Après, faut être réaliste, c'est vrai qu'on peut pas accueillir toute la misère du monde, quoi. On a déjà la CGT et SOS Racisme. Alors, l'Europe va mal, pas partout, il reste encore Erasmus pour sauver l'Europe. Ce très beau truc, là, une Française avec un nom espagnol qui se fait enlever par un Français d'origine marocaine roulant vers l'Allemagne. Heureusement qu'il y a encore des gens qui se battent pour le marché commun, quoi, tu vois. Après le covoiturage, le coffraturage. Alors, ok, bon, le type, il a quelques petits problèmes pulsionnels à régler, mais quand même, quoi. Moi, j'ai vu la voiture, le coffre, c'était pas le coffre d'une panda, quoi. C'était une bonne berline. Et puis bon, le type royal, quoi, il lui a payé tous les péages, donc grand seigneur, tu vois. Et la fille, un peu plus ingrate, quand même, je dois dire. J'ai vu l'interview quand elle est revenue d'Allemagne. Pour un séjour d'1 semaine, elle n'a pas appris un mot, quoi. C'est quand même, à un moment, faut être... to give, to get, quoi. À propos de santé, à Grasse, un violeur s'est fait poignarder par sa victime. Ça, c'est terrible, hein. Voilà ce que ça fait, faire l'impasse sur les préliminaires. Parlons culture. Le Portugal ne participera pas à l'Eurovision faute de moyens. Putain, si c'est comme ça, moi je regarde pas. Et à l'international, pareil, les terroristes ne sont plus ce qu'ils étaient au Mali. Alors ce type qui s'est fait kidnapper, je sais pas, l'otage qui demande la mobilisation de la France, bon, classique, hein, tout en précisant qu'il est bien traité. Il est au courant de ce qui se passe dans ce pays, quoi. Il y a les restos du cœur qui ouvrent, lui il est nourri, logé gratos. Enfin, c'est bon, quoi, démerde-toi. Peut-être faudrait-il songer à terminer par une bonne nouvelle. Ce sans-papier qui vient s'annoncer à la préfecture et qui se fait dénoncer par une fonctionnaire zélée aux flics. Même sous les socialistes, le service public reste attaché au devoir de mémoire. Alors, pas belle la vie? C'est une Gaston Foot que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr, vous pouvez suivre l'actu de l'émission sur Twitter, réagir sur le compte Les Terriens et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Mais vous avez pas de problème avec les voisins? Pardon, excusez-moi. Non, parce qu'il joue fort, non? France Guérin, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 27 avril
1953, dans le 20e arrondissement de Paris, votre père était tripier aux Halles, et votre mère, vous ne l'avez pas connue, elle vous a abandonné quand vous aviez 9 mois. Tout à fait. Alors jusqu'à l'âge de 5 ans, donc, vous vivez chez une nourrice. Oui. Et vous pensiez qu'il s'agissait de votre mère, en fait. Voilà, tout à fait. Ouais. Ma maman Rousseau, je l'appelais. Et puis un jour, votre père vous dit qu'il a trouvé une nouvelle maman pour vous. Et en fait, c'est une terrible marâtre. Pendant des années, ça va être des brimades, des punitions, des coups. Oui. Et vous dites, si je suis sourde d'une oreille, c'est à cause de ces caresses. Voilà, tout à fait. Alors cette nouvelle maman vous enferme régulièrement dans le placard à balai. Et là, dans l'enfer de la maltraitance, votre colère contenue se transforme en énergie bienveillante. Bon. Vous êtes arrivé à résilier. Voilà, tout à fait. Faire le contraire de ce qu'on m'a fait. Ouais. Alors, vous êtes dans le placard en train de jouer avec la serpillière. Oui. Et vous vous répétez, quand je serai une grande dame, j'aurai plein d'enfants, je leur ferai ce qu'on m'a pas fait et je leur ferai pas ce qu'on m'a fait. Ce qu'on m'a fait. Tout à fait. Et encore maintenant. Et j'ai toujours eu cette devise envers mes enfants. Voilà. Alors, vous avez 16 ans quand votre belle-mère vous met à la porte. Elle était ni belle ni ma mère. Oui. Voilà. Alors, vous vous baladez, avenue de Wagram, et vous tombez sur une annonce dans la vitrine d'une boulangerie. Oui. Recherchons d'urgence une vendeuse nourrie, logée. Et vous y allez, et Bien on vous sûr, prend. au culot. Voilà. Et là, vous êtes logé au-dessus de la boulangerie dans une petite Voilà, chambre, et vous tout dites, à fait. le premier week-end, vous avez passé tout le week-end à vous demander ce qui vous arrivait tellement vous étiez heureuse, quoi. Voilà, Ouais. d'être libre, de pouvoir faire ce que je voulais. Voilà. Voilà. D'être indépendante. Voilà, Ouais. exactement. Mais quelques mois après votre embauche dans cette boulangerie, une méningite Oui, vous plonge dans le coma pendant 2 semaines et au réveil, vous êtes hémiplégique. tout à fait. Oui, oui. 1 an de rééducation, vous finissez par remarcher et là, vous avez découvert le monde médical. Oui. Parce que on s'était jamais occupé de moi. Ouais. Et tout le temps que j'ai été à l'hôpital et en rééducation, on s'occupait de moi. On Ouais. me soignait, on me choyait. Et pour moi, j'étais heureuse. Et ça vous donne envie de devenir infirmière. Tout à fait. À 19 ans, vous faites un enfant avec un beau jeune homme Un beau pompier. qui repart aussitôt. Oui, mais bon, il savait pas que j'étais enceinte. Ouais. Et voilà, donc... Donc cet enfant, vous l'élevez en faisant des petits boulots. Oui. Et en cachette, parce que j'étais pas majeure. À l'époque, c'était 21 ans. Ouais. Et comme j'avais fait un séjour à la DAS, j'avais peur qu'on me prenne mon bébé. Ouais. Quand vous avez 21 ans, vous entrez comme femme de ménage à l'hôpital. Oui. Et puis petit à petit, vous y croyez pas, mais vous finissez par être infirmière. Voilà, tout à fait. En faisant mes études et avec mon bébé, bien sûr. Et puis, voilà. Vous devenez infirmière, vous faites 2 enfants, 2 filles, mais vous ne laissez pas le père entrer dans votre vie. Hein. Non, parce Pourquoi que je voulais pas donner un beau-père à ma fille aînée. Parce que pour moi, Oui. beau-père, belle-mère, ça voulait dire Vous étiez l'horreur. vacciné, oui. Alors à 33 ans, vous rencontrez un homme avec qui vous décidez de vous marier. Et comme vous ne pouvez plus avoir d'enfant à ce moment-là, Voilà. vous décidez d'adopter. Voilà, tout à fait. Et là, vous êtes extraordinaire. C'est que vous adoptez 2 enfants trisomiques. Non, mais il faut pas dire ça. Parce que je crois que c'était pour me réparer moi. C'est presque de l'égoïsme. Je voulais des enfants différents parce que j'avais toujours été différente des autres. Ouais. Et pour moi, c'était réparer un petit peu tout ça. Tout va bien jusqu'au jour de 2004 où vous perdez votre mari. C'est la vie. Vos 3 filles ont quitté le foyer Voilà. et vous restez avec les 2 garçons trisomiques. Et c'est là qu'un ami vous parle des Restos du Cœur. Oui. Et vous devenez bénévole au Restos du Cœur. Parce que j'avais été obligée d'arrêter de travailler parce que mes enfants sont différents, donc écoles différentes et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'au début, vous faites des remplacements la nuit, mais Voilà. c'est très difficile avec Tout à fait. les enfants Avec dans la les journée. enfants, oui. c'est pas possible. Oui. Et donc, c'était ou les mettre en foyer, et ça, non, j'ai pas adopté des enfants pour les mettre en foyer, ou arrêter de travailler. Donc, j'ai arrêté de travailler. Voilà. Voilà, vous devenez bénévole au Restos du Cœur et vous découvrez les Restos du Cœur. C'est-à-dire vous découvrez qu'il y a beaucoup de femmes enceintes, vous découvrez qu'il y a énormément de personnes âgées et surtout la honte. Ils ont travaillé toute leur vie, ils ont surtout les personnes âgées. Et puis les mamans les femmes âgées qui n'ont jamais travaillé parce qu'elles ont élevé leur enfant. Et c'est un travail, croyez-moi.
mais elles n'ont pas de retraite, elles n'ont pas tout ça. C'est sûr, quand on connaît les montants des pensions de réversion, voilà. On comprend qu'on est obligé d'aller au Resto du Cœur. 745 € par mois. Voilà. Et puis en 2008, vous commencez à vous apercevoir que vos fins de mois, à vous aussi, deviennent difficiles. De plus en plus compliquées. La vie est devenue beaucoup plus chère. Et vous avez donc à l'époque 726 € par mois. Pour moi aussi, c'était quelque part la honte de montrer à mes collègues à tout ça, que j'allais besoin de... Oui, vous avez honte. C'est-à-dire que vous n'aviez jamais eu honte de vivre chichement, mais là, aller chercher à manger au Resto du Cœur... Oui. Pour moi, c'est quelque chose. La peur qu'on me dise que je ne pouvais plus élever mes enfants, ou qu'on me les enlève. Alors là, je me casse avec eux, il n'y a pas de problème. En fait, vous aviez honte de passer le cap, quoi. Voilà. Vous n'aviez pas le choix, en vérité. J'ai assez pour faire manger mes enfants, payer le loyer, enfin voilà. Mais j'ai pas assez pour les emmener en vacances, pour les loisirs. Et même si mes loulous sont différents, pour moi, c'est important qu'ils connaissent le cinéma. Ils vous connaissent. Qu'ils connaissent le musée. Même si, quelque part, je me dis, ils comprennent peut-être pas. Ce que je leur raconte, ça passe peut-être au-dessus d'eux parce que ils sont comme ils sont. Mais pour moi, c'est très important que je fasse avec mes garçons ce que j'ai pu faire avec mes filles. Enfin, moi, j'ai un tout petit budget. En début de mois, quand les allocations familiales arrivent, je divise, j'enlève tout ce que je dois payer, l'électricité, le téléphone, enfin voilà. Quand grâce au resto, j'ai pas fait de courses, j'ai pas dû acheter de viande tout ce qui me reste le samedi soir, je le mets dans une tirelire. Et la tirelire, en ce moment, la tirelire est pour le cirque du mois de décembre. Et voilà. Et c'est comme ça que j'arrive à emmener mes enfants en vacances. En ce moment, vous êtes en train de faire un ours en peluche avec une vieille veste. C'est vrai, en plus. Qui vous a dit ça? Je sais tout. Non, c'est vrai, c'est vrai. Alors, Safia, quand vous étiez jeune à Clermont-Ferrand, vous aussi, avec votre famille, vous avez bénéficié des Restos du Cœur? Oui, tout le quartier, même. Oui, nous, le Resto du Cœur, quand Coluche il est mort, on a pleuré, mais c'était... Je veux dire, elle a complètement raison. Et moi, inconsciemment, peut-être, je suis en charge de la culture à la région Île-de-France et du cinéma. Et c'est ça qui nous manquait, parce qu'on arrivait à avoir les vêtements par Emmaüs, se nourrir avec les Restos du Cœur, et ce qui manque, c'est la culture. Et la culture, c'est l'ouverture sur le monde. Moi, les Restos du Cœur, ça a été mais vraiment un soutien énorme. Moi, je me souviens d'une histoire, c'est que la honte, c'était ces steaks congelés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai grandi en Auvergne, il y a la nature, etc. Et qu'on se retrouve dans le congélateur à manger ces pavés de steaks congelés. Et ça m'avait marqué enfant, parce que j'avais connu quand même la bonne viande. Et on est passé de la viande au steak congelé, et ça m'a marqué enfant. Alors voilà, la 28e campagne des Restos du Cœur est commencée. Il faut quand même dire qu'on est passé de 8,5 millions de repas en 85 à 115 millions aujourd'hui. Toujours en 2011, 41% venaient pour la première fois. Voilà. Cette année aussi, on en a qui viennent beaucoup pour la première fois. Vous me faites penser à un personnage de film. Non, je trouve ça très émouvant, d'ailleurs je suis très ému parce que vous me faites penser à un film qui s'appelle La vie est belle, de Frank Capra, le personnage de James Stewart. Excusez-moi, je suis ému, pardon. Faut pas. Si, non mais... Votre histoire, elle est... Pardon, excusez-moi. Parler du film, tu veux que je dise? Oui, raconte ce personnage de James Stewart, un type qui fait du bien, tout le temps. J'ai l'impression que vous êtes né pour faire du bien. Et l'histoire, c'est... il y a un moment, il fait une connerie, et il décide de se suicider, donc de disparaître. Et au moment où il va pour sauter, il y a un ange gardien qui vient et qui lui dit « Tu es sûr que tu veux disparaître ?» Il dit « Bah oui, parce que j'ai fait une connerie. » L'ange gardien lui dit « Attendez, avant de sauter, on va imaginer que vous n'avez jamais existé, et vous allez voir ce que serait devenu la ville et les gens que vous avez fréquentés si vous n'aviez pas existé. » Moi, c'est un film qui m'a bouleversé, et votre histoire, elle est incroyable, quoi. Là, il y a de l'espoir, putain, il y a de l'espoir. La vie est belle, regardez ce film, je vous en supplie. Et montrez-le à vos enfants. Voilà. Et je vais lui demander de venir nous filer un coup de main à l'UMP, parce qu'on a besoin de bonne volonté comme ça, et on a besoin des gens qui pensent beau. Des gens qui ont de l'amour. Qui ont de l'amour et qui pensent beau. Voilà. Merci de votre témoignage. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi.
avec Canet Olivier pour Qui a retué Pamela Rose en salle le 5 décembre, mercredi. Safia Lebdi, merci, conseillère régionale Europe Écologie Les Verts d'Île-de-France et des Femelles. Benoît Apparu, député UMP de la Marne. Hervé Gattegno de RMC et de BFM TV. Et France Guérin, merci de votre témoignage, madame. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Made in Groland. Et pour les abonnés, à 20h55, The Double avec Richard Gere. Rendez-vous ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr, avec en bonus le top des vannes, l'édito de Blacko, l'édito des Gréments et Gaspard Proust. Salut les terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.